Справа чисто, Димон. Я по траншею. Отошли, растянулось назад. Des centaines de milliers de morts et de blessés. Un front qui s'étire sur 1200 km. Des hommes et des femmes au cœur de l'enfer. Що таке? La guerre entre l'Ukraine et la Russie s'apparente à celle de 14-18. Une guerre de tranchées, dans la boue, le froid, sous une pluie d'obus. Secourir, soigner les blessés dans ces conditions extrêmes est un exploit quotidien. On appelle cela la médecine de guerre. Ми в оточенні, по нас їбашать танками. Давай, давай. А, машина, блядь. Да. Мужики, я прошу вас, назад на ноги мої. Nous sommes sur ce qu'on appelle un point chaud, à Konstantinivka, dans l'est de l'Ukraine. Les combats font rage à 8 km de là. Ce lieu est un point d'extraction. Comme beaucoup d'autres sur le front, il accueille les blessés évacués de la zone de combat. Depuis l'intensification des hostilités, les extractions ont lieu principalement la nuit pour des raisons de sécurité. Au moment où nous arrivons, une ambulance file à toute vitesse dans la nuit. Ми виїжджали, бо тяжкий був. Виїжджали наперед. Повідривало ноги. Зірвало ноги. Подивись, що документів нема. Я дані взяв. Я цей, іди подавай в групу, я потираю. Та все вже. Чисто зараз. Pavlo et Anya sont responsables de ce Hummer médicalisé. Maintenant, il y a beaucoup de blessures liées au bombardement. Il s'agit de blessures causées par des mines, par des éclats d'obus. Parfois, il y a des blessures par balle en cas de contact direct avec l'ennemi. Le temps joue toujours contre nous. Plus le blessé arrive tôt, plus on peut l'aider et plus vite on peut l'évacuer. C'est mieux pour le blessé et pour nous. L'évacuation de la ligne de contact prend beaucoup de temps parce qu'il y a des bombardements constants et des drones d'attaque qui détruisent nos équipements. Ça prend du temps et des vies. Ils tirent sur les médecins ? Bien sûr. Malheureusement, dans notre brigade, et pas seulement la nôtre, dans chaque brigade, il y a un grand nombre de médecins qui meurent ou qui sont blessés. Ce sont des gens qui ne devraient pas mourir à la guerre, car ils aident non seulement nos soldats, mais aussi l'ennemi. Mais malheureusement, les Russes n'adhèrent à aucune convention. Ils sont simplement inhumains. Lorsque vous tuez un combattant, une personne meurt. Et lorsqu'un médecin est tué, ce sont aussi les blessés qui meurent parce qu'il n'a pas pu les aider. Vous avez vous-même perdu des amis ? Oui, on en a perdu. On a eu beaucoup de médecins, hommes et femmes qui sont morts. Avant la guerre, Anya était infirmière dans une maternité. Pavlo, lui, travaillait dans la construction. Il leur arrive de filmer leur mission. Elle soigne, il conduit. L'urgence vitale, l'insécurité constante, voilà leur quotidien. Це його стрічі, ти вже просто штекав. На поміняй краще. Потихо, Василько. Зараз буде краще. Зараз буде краще. Дихай. Спокійно. Et pourtant, ce ne sont pas les plus exposés. Les médecins de combat et les soldats sanitaires sont dans les tranchées, à côté des combattants. Les évacuations sont très périlleuses. Тімон, кліпни очима. Живий, все добре. Супер. Дякую. Отак. Відбувається евакуація з нуля.
Le travail le plus difficile en matière d'assistance est effectué par les médecins de combat, mais également par certains combattants formés sur la ligne de contact. Non seulement ils aident les soldats, mais ils sont également les plus durement touchés. Ce sont des titans qui font un excellent travail. Ils peuvent transporter sur leur dos des blessés ou des morts sur plusieurs kilomètres. Ils ramènent des corps ou sauvent la vie de leurs camarades dans le besoin. Et ils accomplissent ce travail infernal sous les bombardements, dans la chaleur, dans le froid, dans la neige, dans les marais. Quel boulot! Parce que s'ils ne le font pas, C'est un corps sans vie qui arrivera jusqu'à nous. Soudain, le vrombissement nerveux d'un véhicule léger. Sur la route de campagne, un quad arrive au point d'extraction. À son bord, un blessé provenant d'une autre brigade. Ces véhicules, beaucoup plus furtifs que les blindés lourds, arrivent mieux à se faufiler entre les lignes et éviter l'artillerie russe. Тільки не ріжте, будь ласка, блядь, сука, 15 тисяч коштує. Він просто простий. Вже порізали, блядь, вже пизда їм. Ріжте нахуй. Що, ти? Ні, Може просто тут нема нічого, ти просто... Що тут? Чекай, давай. quand ils sont évacués, nous faisons ce dont ils ont besoin. Arrêt des hémorragies, dégagement des voies respiratoires, décompression thoracique, transfusion sanguine, stabilisation et évacuation vers les niveaux d'assistance suivants. Un deuxième Hummer emmène le blessé vers le point de stabilisation où les médecins sont prêts à le prendre en charge. Anya et Pavlo attendent les cas suivants. La nuit promet d'être longue. Juste à côté, le reste de l'équipe médicale se réchauffe dans le QG, une maison aux fenêtres calfeutrées. La tension monte au sein de l'équipe. De nombreux blessés, dont des cas graves, ont été annoncés, mais ils n'arrivent pas. La densité des tirs d'artillerie empêche le blindé d'entrer dans la zone proche de la ligne de front pour récupérer nos blessés. Mais les gars font de leur mieux pour les sortir de là. Il y a des gars qui sont là avec moi depuis le début de la guerre. Alors je m'inquiète, bien sûr. Je veux qu'ils reviennent sains et saufs. Mais ça va pas très bien pour nous en ce moment. Un véhicule arrive finalement à se frayer un passage vers le point d'extraction. À son bord, un groupe de soldats étourdis par le souffle d'une violente explosion produite juste à côté d'eux. Une blessure très commune sur ce terrain de guerre. La commotion est une pathologie qui survient en raison de l'action d'une onde explosive sur le cerveau d'un militaire ou d'une victime. Voilà à quoi cela ressemble. Ce soldat a eu de la chance, il était protégé. Всі цілі, поранень ніхто не має. Знімайте верхній одяг, я вам поставлю катетери. Cette pathologie peut provoquer des symptômes comme des vertiges, une perte de conscience, une désorientation. Le soldat est sous le choc, il a des maux de tête. Так може бути. Є такі, як буде черепна коробка від мозгів стала. Таке є, можете не хвилюватися. Це практично норма. Si c'est grave et non traité, ça peut entraîner une déficience auditive,
une déficience visuelle, voire une éventuelle perte de vision, des maux de tête, des insomnies et d'autres états désagréables pour un soldat. Якщо будете блювати, не стидайтесь, лягайте собі на землю. Ну, хто його знає, може і приперти, водички трохи випили, то таке ні. То повинно по чуть-чуть вас попускати, не хвилюйтеся. Помаленько, вважайте на голову. Ходіть за мною. Nous n'avons pas été autorisés à entrer dans le point de stabilisation. Ces petites maisons, transformées en hôpitaux de campagne, sont extrêmement vulnérables et tenues secrètes. Ces images en montrent un aujourd'hui abandonné. Anya y amène un blessé victime d'une mine à fragmentation. Доброго дня. Це забирай. Так, проникаючи в живіт, проникаючи в плече і проникаючи в стегно. Це підігріваючий цей штучка, да. Тільки ви мені блок віддасте, добре? Vous faites ça depuis combien de temps? Depuis le début. On est ensemble, on est mariés et femmes. Et avec ma femme, on a convenu qu'on restera jusqu'à la fin. Soit jusqu'à la victoire, tant qu'on est en bonne santé, ou, vous comprendrez vous-même, tant qu'on est encore en vie. Le lendemain, nous rejoignons les Hospitaliers. Cette organisation de volontaires bénévoles active dans toute l'Ukraine est spécialisée dans l'assistance médicale et le transport des blessés. Une fois stabilisés, les soldats sont soignés dans des hôpitaux de campagne. Mais ces petites structures ne sont pas équipées pour gérer les cas graves. Il faut donc les transférer vers des hôpitaux mieux équipés. Les hospitaliers ont réaménagé un bus de tourisme en hôpital roulant. Il comprend 6 lits médicalisés. Каска повинна на тобі бути щільна. Куди спадає. Давай я поміряю. Вона якась незручна. Поміряй ту, яка з вухами. Вона прям така зручна. Це як якийсь вареник тіліпає. Затисни, закрути боса. Katia est anesthésiste. Elle n'a que 28 ans et est déjà chef d'équipe. Nous avons beaucoup de travail. En général, nous avons des départs tous les jours, parfois même 2 fois par jour. Le nombre de blessés change tout le temps, mais nous sommes généralement à pleine charge avec des blessés assis et couchés. Mais par rapport à la rotation précédente, nous faisons plus de sorties. Tous ces volontaires ont appris à conjuguer leur vie dans le civil avec leur engagement proche du front. J'ai un travail civil à Kiev, et donc je combine les rotations ici avec mon travail. Je travaille 2 semaines là-bas et 2 semaines ici en alternance. On se fatigue un peu physiquement, mais en fait, quand je vais à Kiev, la région de Donetsk me manque, et il m'est plus difficile de rester longtemps dans la capitale que de travailler ici. Autre membre de l'équipe, Lesia n'a pas pu se résoudre à regarder les événements de loin. Je pense que chaque personne doit donner ce qu'elle peut donner pour accélérer la paix. Et je ne peux donner que mes connaissances parce que je suis médecin. Je suis psychiatre, j'ai ma pratique privée.
Une belle petite clinique glamour avec de magnifiques lustres en cristal. Je porte des robes et suis complètement différente d'ici. On ne pourrait pas me reconnaître. Entre là-bas et ici, je ne suis pas la même. Je mets du rouge à lèvres à chaque rotation quand on part. C'est pour les gars, pour les rendre plus gais et plus joyeux. Le bus arrive à destination, un petit hôpital militaire proche du front dans la région de Pokrovsk. Là encore, interdiction de montrer les extérieurs pour raison de sécurité. Signe que le risque est bien présent, voici ce qui s'est produit ici 3 semaines après notre passage. Par chance, aucune personne n'est morte suite à ce bombardement. Les transferts commencent. La plupart des soldats ont été blessés la veille. Puis vient le tour d'un homme gravement touché. Нарвались на питерские растяжки. А я сзади шел, прикрывал. Какой заебал. Мой товарищ здесь. Понимаешь? Вот, Жан, без головы, блядь, достал, сука. Пиздец. Брат, як прізвище тебе? Давай помалесенько всередину будемо йти, бо ти знаєш. Да, не вопрос, да. L'équipe médicale fait ce qu'elle peut pour soulager, réconforter. Chaque lit est équipé d'un kit de réanimation pour parer à l'éventualité de complications en cours de route. Можна, берись. На украинец? Нет. Даня. Даня. John. What medicine did he get? John est danois. Il a servi comme médecin de combat dans l'armée de son pays et a été déployé à de multiples reprises dans des contextes difficiles. Aujourd'hui actif dans diverses ONG, il vit à Kiev et a rejoint les hospitaliers suite à une mission qui a failli lui coûter la vie. J'étais dans une ambulance au début de la réinvasion l'année dernière et je suis allé au front à de nombreuses reprises. Puis malheureusement, j'ai été blessé. Alors j'ai promis à mes enfants de rester loin du front. Nous avons été touchés par un tir de mortier russe. J'ai eu des blessures aux poumons, une commotion cérébrale et j'ai des troubles auditifs permanents. Beaucoup de gens disent « je veux aider ». Moi, je le fais parce que ça me manque d'être proche de la ligne de front. Cela me permet également d'apprendre de nouvelles choses. Et bien sûr, cela me donne l'occasion d'aider les gens. Quel genre de blessure vous avez? J'ai des blessures au bas-ventre et à la tête. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour vous, vous pensez? Je vais me soigner et retourner au front. Je suis marin. Si vous avez les documents de marin, vous êtes exempté de l'armée. Ok?
Première chose. Deuxièmement, j'ai 3 enfants. Ça vous exempte aussi de l'armée. Pourtant, je suis allé défendre mon pays. Voilà la réponse. À côté des soins physiques, ces transferts offrent un temps pour l'écoute. Ressortir vivant d'une blessure au combat est une chose. Il faut aussi gérer l'impact psychologique de ce genre d'épreuve. On m'a traîné sur 1,5 km dans les tranchées. J'ai attendu 4 heures dans le blindé, pendant que les drones nous survolaient. Après, j'ai été transporté en voiture dans la forêt et on était pourchassé par les drones et l'artillerie. Au point de stabilisation, j'avais tellement mal que les antidouleurs ne faisaient presque plus effet. Les blessés auront besoin d'une importante aide psychiatrique plus tard. Ils auront besoin d'une réhabilitation, car beaucoup souffriront d'un trouble de stress post-traumatique. Mais ça se manifestera plus tard, quand les personnes retourneront chez elles et que leur monde changera. Je transportais un garçon de 20 ans. Il était jeune et beau et avait peur que sa petite amie ne l'aime plus parce qu'il avait perdu une jambe. Je l'ai calmé et je lui ai dit « Elle continuera à t'aimer ». Plus tard, il m'a invité à son mariage. Et il y a cette phrase que je dis toujours « Ça va guérir avant le mariage ». Après 8 heures de voyage, nous arrivons à Dnipro. Les blessés sont répartis dans 2 hôpitaux différents. Les hospitaliers prennent congé de leurs protégés. Une autre mission les attend pour le lendemain. Dnipro, c'est la grande ville de l'Est ukrainien traversée par le fleuve Dniepr. En apparence, la vie s'écoule ici presque normalement. En réalité, les hôpitaux régionaux de la ville tournent à plein régime et sont très bien équipés. Le plus important est l'hôpital Mechnikov. Sous pression constante depuis le début du conflit, il accueille les blessés des zones de combat les plus actives du pays. Serhiy Ridjenko est directeur d'une véritable fourmilière. Chaque mètre carré est occupé. De 40 à 100 blessés sont pris en charge quotidiennement. Au début du conflit, il en arrivait entre 100 et 140 par jour. Et il a fallu parfois choisir qui sauver. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est l'endroit le plus chaud de l'hôpital de Mechnikov. Les blessures les plus graves infligées sur le front arrivent ici, à l'hôpital de Mechnikov. Ici, ils ont une chance de survivre. Les meilleurs réanimateurs et chirurgiens prodiguent des soins 24 heures sur 24. Les arrivées les plus importantes ont lieu la nuit. Tout le monde est prêt à soigner et à sauver le héros ukrainien qui a combattu. 80% de ceux qui arrivent chez nous sont soit dans le coma, soit dans la stupeur, et leur vie est entièrement entre les mains des médecins. C'est une grande usine de la survie. Cet hôpital civil a dû s'adapter à la réalité de la guerre, car il n'y a pas que les militaires qu'il faut soigner. Les malades chroniques et les habitants de la région doivent aussi être traités ou subir des opérations chirurgicales. Cette nuit aux admissions, il n'y a que des soldats amenés du champ de bataille. Beaucoup souffrent de ce qu'on nomme ici le syndrome du tourniquet ou du garrot. Tous les soldats en ont un dans leur équipement. Ces images difficiles montrent comment, dans les cas extrêmes, ils se l'appliquent eux-mêmes pour arrêter les saignements.
Comment ça se passe? On va faire une fasciotomie de la jambe droite et on prendra une décision concernant l'amputation parce qu'il a un taux élevé de créatinine. Montre-moi sa jambe. Voilà. J'espère que la fasciotomie sera bonne. Est-ce que vous allez m'amputer? On va tout faire pour l'éviter, très cher. Il a un syndrome du tourniquet. Il a gardé le garrot 5 heures sur la jambe. On va tout faire pour que ça se passe bien. On va prendre une décision maintenant. Si on traîne, il risque de ne pas survivre. Mon ami, on va te mettre de l'oxygène, ok? Maintenant, le réanimateur va l'intuber. Et on va l'emmener au bloc opératoire. L'utilisation du garrot peut entraîner de graves complications. Il est recommandé de le retirer 2 heures après sa pose afin d'éviter une nécrose du membre concerné. Le garrot est aussi dangereux pour les reins. Lorsqu'il est retiré, les toxines accumulées par les tissus privés d'oxygène circulent dans le sang. Bloqués par les toxines, les reins peuvent cesser de fonctionner et nécessiter une dialyse. Il arrive que des soldats gardent leur garrot plus de 30 heures avant d'être évacués. Allons à la salle d'opération. Depuis le début de la guerre, il y a 2 ans, le nombre d'opérations dans cet hôpital a été multiplié par 10. 13 tonnes de sang ont été transfusées. Les blocs opératoires fonctionnent jour et nuit. Même les étudiants en fin de cursus sont sollicités pour prêter main forte. Sur la table d'opération, cet autre soldat a été gravement blessé à la jambe et au bras gauche. Amputé proche du front avant d'arriver ici, il doit être réopéré car la première intervention n'a pas été satisfaisante. Ні в коєму разі, друже. Домовились. It's like 3000. J'ai fait 3000 opérations comme ça depuis le début. I think it's like routine now. C'est une routine maintenant, depuis 2 ans. From 2 years. When I studied, we didn't. Quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas de cours portant sur la médecine de guerre. War trauma, Les blessures de guerre sont très différentes des autres. clean trauma. It's Elles sont très infectées. trauma are infected. Dans le bloc d'à côté, les médecins ont finalement pris une décision concernant l'intervention du soldat amené un peu plus tôt. Il y a beaucoup de gars qui ont perdu un membre. Et ça va exactement être le cas pour cet homme. Il a 47 ans et malheureusement, la jambe ne montre plus aucun signe de vie. Il va être amputé. Les images d'amputation sont toujours pénibles. L'opération dure environ 1h30. L'équipe chirurgicale prépare la jambe, incise les tissus, cautérise et ligature les artères. Scie l'os. Puis, il faut désinfecter, tamponner la souche restante et recoudre grossièrement les tissus. Les finitions se font dans un deuxième temps. Ces gestes rares en temps normal sont désormais quotidiens.
Quelles compétences vos médecins ont-ils acquises avec cette guerre? Une vaste expérience en matière de traitement, de chirurgie et de traumatologie. Au moins 50 opérations sont menées chaque jour pour sauver la vie de nos soldats. Bien sûr, c'est une expérience énorme, mais c'est tellement dur pour nous. Le prix du sang. Vous pouvez voir que tous les cas sont extrêmement graves. Il n'y a pas de cas légers. Pour ça, il faut une grande compétence des médecins et de bons équipements. Et Dieu merci, 95% des patients survivent. Nous partons pour Kiev. En Ukraine, tous les hôpitaux sont impactés par la guerre. Dans la capitale, l'unité de traumatologie de l'hôpital clinique régional de Kiev est en grande partie occupée par des soldats récemment opérés. Certains, parfois très jeunes, ont vu leur vie basculer en un instant. J'ai couru dans la forêt avec un ami et il y avait une partie à découvert. On venait de sortir des tranchées. On commençait à traverser et un obus est tombé. Mon camarade est mort. Et pour moi, c'est comme ça. Quand j'ai été blessé, c'était flou dans mes yeux. J'ai levé la tête et cette jambe était très endommagée. J'ai pensé que je la perdrais. J'ai pensé que je n'arriverais plus à marcher. Mais Dieu merci, tout va bien. Vous avez quel âge? 22 ans. Le chef du service s'appelle Taras Petrik. Au début du conflit, une grande partie de son équipe est restée nuit et jour au chevet des blessés pendant près de 4 mois d'affilée en dormant dans les abris de l'hôpital. Un dévouement total pour affronter une énorme tâche. Ces derniers temps, ces 2 dernières années, on rencontre des traumas qu'on n'avait jamais vus de notre vie. Le patient est arrivé avec un trauma causé par une mine, une cassure de l'os iliaque due à un éclat. Le plus important pour notre équipe, c'est la préservation du membre. C'est-à-dire que l'amputation doit être le dernier recours. Et pour cela, il y a une lutte. Le problème est que 99% de tous les patients qui viennent chez nous ont des plaies infectées. Et toute complication infectieuse s'accompagne d'une perte de tissu qui remet en question la fonctionnalité du membre à l'avenir. Nous avons des patients qui ont eu 25 jusqu'à 32 interventions chirurgicales en très peu de temps. Tout cela dans le but de préserver le membre. La résistance aux antibiotiques est une menace permanente. Les flores bactériennes évoluent sans cesse et le docteur Petrik ne sait pas si l'hôpital disposera à l'avenir des remèdes efficaces pour combattre les infections. Autre défi à relever, le traitement des grandes blessures ouvertes. À son arrivée, les blessures avaient cet aspect-là. Grâce à l'appareil VAC, maintenant, les plaies sont en train de se nettoyer et elles ressemblent à ça. C'est grâce à la diaspora suisse que nous avons ces appareils. Lorsque nous n'avons rien pour refermer ces énormes blessures, afin d'éviter que la plaie ne s'infecte, nous les nettoyons avec ces appareils. Ce traitement par pression négative nous permet de nettoyer la plaie et après l'avoir nettoyée, de la refermer avec une peau artificielle ou la peau de la personne. Ici, on appelle cet appareil un VAC. Il faut s'armer de patience pour la guérison, mais l'effort finit par payer. On m'a dit que je ne marcherais plus. Et grâce au docteur Petrik, je remarche. Mais parfois, les équipes médicales sont mises en échec. Ce petit trou-là, c'est une balle entrée dans la cuisse. Et voici la sortie de l'autre côté. Elle a cassé l'os.
Une blessure assez mineure. Il s'agit d'un patient de 22 ans, mais qui souffrait d'un diabète concomitant. Nous l'avons aidé, mais à l'époque, nous n'avions pas beaucoup d'expérience. Et nous l'avons ensuite refermé avec un appareil spécial en sachant que nous ne pouvions pas le recoudre. Malgré cela, le lendemain, ce patient a développé une gangrène gazeuse. Il a commencé à avoir une nécrose des tissus mous. Nous avons ouvert les tissus mous très rapidement pour que ce gaz puisse sortir et permettre l'accès à l'oxygène. Mais le gonflement s'est développé si rapidement que nous avons dû amputer cette jambe car cela menaçait la vie du patient. Dans cette situation, nous avons perdu la guerre pour cette jambe. Je travaille dans le domaine de la traumatologie depuis une vingtaine d'années et jamais je n'aurais imaginé que nous devrions nous occuper de traumas aussi lourds. Ce sont des choses qui ne sont pas décrites dans les livres. Tu peux voir chaque jour quelque chose de nouveau. C'est le type de trauma où le patient demande combien de temps je vais être traité, combien d'opérations je dois subir. Moi, je réponds, je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais sauver le membre ou non. Mais on fait tout pour y arriver. Alors, comment allez-vous? Génial. C'est génial. Nous étions dans des positions à repousser des attaques et on a été touchés par des tirs de mortier. Et voilà le résultat. Mes jambes sont toutes cassées et j'ai plus de mains. Tu veux de l'aide? Non, non, pas besoin. Faut pas m'aider, je peux faire ça tout seul. La distance entre les morceaux d'os, c'est ça. J'ai eu le vac. Il a nettoyé tout ça ici. Cette jambe est toute cassée. Et l'autre jambe, elle est aussi toute cassée. Un instant. Voilà. L'autre jambe est cassée aussi. Le genou est cassé. On voit ici des éclats. Et ici, ils l'ont recousu. Ici, j'ai une greffe de peau parce qu'ils ont reconstruit la jambe et la rotule. Plus loin, il y avait des éclats. Et c'est pareil pour mon visage. J'ai eu 10 éclats dans mon visage. On m'a enlevé les points de suture. Et il y a encore un éclat qui est resté. Et j'ai eu 8 points de suture dans l'œil. Eh bien, comment dire, on ne va pas perdre espoir. On va continuer à vivre. Et je pense qu'avec le temps, ça va se calmer, qu'il sera possible de marcher. Je pense que j'aurai aussi des prothèses et que je pourrai de nouveau conduire la voiture, travailler. Je dois continuer à vivre. Il ne faut pas se plaindre. Laisse-moi le faire à ta place. Non. Bah, vous souhaite bonne guérison. Merci. Merci. Face aux défis représentés par ces milliers de blessés, l'Ukraine est devenue experte en fabrication de prothèses. À Lviv, tout à l'ouest du pays, l'organisation caritative Unbroken finance leur fabrication et la réhabilitation des personnes amputées. Dans ces ateliers, les essayages s'enchaînent toute la journée. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous sentez avec ces prothèses? J'ai connu des jours meilleurs, mais ça va. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Un trauma lié à une explosion à Bakhmout, perte de membres. J'ai eu de nombreux fragments d'obus dans les jambes et les mains. Une journée normale en temps de guerre, rien d'exceptionnel.
Toutes sortes de techniques sont employées pour la fabrication des prothèses. Moule en plâtre, matériaux synthétiques, mécaniques, électroniques pour les prothèses les plus perfectionnées. En parallèle, des imprimantes 3D tournent en permanence pour les travaux de précision. Un gros avantage par rapport à la méthode de fabrication traditionnelle, c'est que c'est plus léger. Nous pouvons contrôler l'épaisseur du manchon à différents endroits, ce qui nous permet également de définir de manière optimale le poids, la résistance et les lignes de renforcement. Avec la 3D, une prothèse peut être réalisée en 24 heures seulement. Mais à côté de la technique un peu froide, il faut savoir aborder les personnes amputées. Ici, la meilleure approche, c'est de ne pas être trop cérémonieux, parce qu'ils le prennent assez mal. Les gars n'aiment pas trop ça. Le mieux, c'est de pouvoir plaisanter avec eux. Parfois, on fait même de l'humour noir. Et c'est eux-mêmes qui surmontent généralement cette barrière. Et vous savez, dès que vous commencez à communiquer avec eux comme un copain, comme un ami, comme on le fait normalement, tout devient plus facile et il n'y a pas de problème. Allez-y, les mains derrière la tête, attendez le top départ et on commence à gauche. La réhabilitation est une part importante du travail. Dans l'attente de leur prothèse, les blessés doivent garder la forme, éviter l'atrophie musculaire et trouver leur marque pour aborder le futur avec un corps modifié. D'abord, on bouge les hanches de gauche à droite pendant 1 minute, puis pendant 1 minute, on lève les pieds. Imaginons que tu montes sur une pente. Tu dois gérer ton équilibre et tu ne peux pas toujours le faire avec ta prothèse. Alors il faut t'habituer à ce que ta jambe valide soit ta jambe d'appel. C'est ta jambe valide qui fera des pas plus longs. Souris, parce que si je te vois déprimé, je vais aussi déprimer. C'est inhabituel de ne plus avoir de béquilles. C'est bien de pouvoir faire quelque chose en tant que personne entière. Non seulement mes mains sont libres, mais je peux aussi marcher sur 2 jambes et faire quelque chose avec mes mains. Quand je suis venu ici pour la première fois à l'entraînement, notre physio m'a crié dessus. Elle m'a dit « Tu dois d'abord apprendre ». Je lui ai répondu « Tu ne sais pas à quel point c'est agréable de marcher sur 2 jambes ». Et elle « Tu devrais utiliser des béquilles, tu devrais apprendre ». Et bien maintenant, elle peut me voir faire des exercices avec cette prothèse et me déplacer librement. En Ukraine, l'esprit n'est pas à la capitulation et la guerre n'est pas prête de s'arrêter. Le flot ininterrompu de blessés non plus. Le système de santé va rester sous pression, éprouvant le professionnalisme des aides-soignants, personnels infirmiers, médecins, volontaires, toutes et tous au service du bien le plus précieux, la vie.